On va accueillir notre premier orateur, le professeur Beuchler, qui va nous parler de l'IPA en coordination. Voilà, ça marche. Donc bonjour à tout le monde. Voilà, j'attends un tout petit peu. Donc d'abord, je me présente. Donc je suis néphrologue à Tours et je parle des IPA. Alors peut-être bientôt, il faudrait que les IPA parlent d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes, parce qu'avant c'était beaucoup les médecins. Maintenant, les IPA se parlent beaucoup. Il y a beaucoup de congrès et c'est vraiment quelque chose qui est actuellement à la mode. Vous avez vu que dans le plan greffe, ça a été mentionné quand même 4 fois, on parlait des IPA, donc c'est la solution à tout, c'est Superwoman ou Superman. Et donc, on m'a demandé de parler de l'IPA en coordination, et vous allez voir que c'est pas si simple que ça, et je pense que ça sera pas mal si on discute à la fin de tout ça. Alors, ah oui, c'est vous qui avancez, ou c'est moi? Moi? Attendez, moi, ça m'écoute pas. Mais personne ne m'écoute, voilà. Attendez, oui, c'est ça. Alors donc vous n'avez pas visité le musée de la BD, donc vous avez à chaque fois une image de BD. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas du tout les IPA, je vous rappelle quelques notions. Encore une fois, c'est toute une culture qu'il faut prendre. Donc c'est un Master 2, donc c'est un Bac plus 5 actuellement, qui existe maintenant depuis 6-7 ans, à Tours depuis 3 ans, on en parlera un tout petit peu. C'est une formation qui est sous la responsabilité de l'université, alors que c'est souvent une formation continue, mais on en parlera éventuellement. Donc vous allez voir tout à l'heure le nombre de formations qu'il y a en France actuellement. Et la formation donc c'est après la licence, c'est la formation c'est de 2 ans. Et donc ces 2 ans, ils se repartissent en 2 parties. Il y a une première année dans la formation des IPA qui est un tronc commun. En tout cas, c'est un tronc commun de toutes les mentions. Et la deuxième année, elle est spécifique de la mention dont on va parler. Et il y a donc des stages qui sont organisés. Là encore, il y a une grande hétérogénéité des différentes universités. Ça, c'est la façon dont ça se passe à Tours et à Angers, parce que c'est la même formation à peu près. Et il y a un mémoire qui est obligatoire, qui est un travail de recherche. Et tout de suite, parce que je ne reviendrai pas dessus, mais j'étais plusieurs fois directeur de mémoire de recherche, et on voit quand même que les infirmières, en tout cas les IPA, et actuellement les IPA, c'est des formations, souvent c'est des femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais qui ont souvent actuellement entre 35 et 45 ans, c'est à peu près la tranche d'âge qui se forme sur les dernières années, et de les faire un travail de recherche alors que ce n'était pas du tout dans leur formation au départ, c'est assez particulier, c'est assez original. Et donc, non, on en parlera. Je suis un peu cru, mais on en parle. Voilà. Et donc, l'organisation de l'enseignement est variable. Alors, donc, vous avez 4 mentions qui ont toujours existé. Il y avait la maladie chronique stabilisée. Donc, ça, c'est le plus gros lot des infirmières. La psychiatrie, l'oncologie, la néphrologie, qui était donc d'emblée dans ce plan des IPA, probablement pour aider un peu à la désertification médicale en néphrologie, en tout cas dans certaines régions. Actuellement, donc, il y a la 5e mention qui est ouverte, qui sont des urgences. On peut en parler puisque là aussi, il y a un problème de nombre. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais finalement, la néphrologie représente que 4 à 6% des inscrits des IPA, donc c'est un très faible nombre par rapport aux autres. La plupart des infirmières sont inscrits en maladie chronique stabilisée. Et donc, d'autres mentions sont en cours de discussion et on arrive à ce fameux mot de coordination. Donc, pour la mention de néphrologie, vous avez, je vous l'ai dit, peu de candidats par université. Donc, on parlera de l'organisation ensuite, mais souvent, il y en a 1 ou 2 par année, ou pas du tout, 1 année sur 2. Ce qui demande c'est un problème d'organisation, c'est un problème aussi d'enseignement et voilà. Donc, on a décidé de se mutualiser
pour la formation de la néphrologie, et probablement dans d'autres mentions, ça va être le cas. Mais retenez bien, c'est que c'est la mutualisation pour cette deuxième année, pas pour la première année. Donc les IPA sont formés dans leur université d'origine au départ, et la deuxième année est mutualisée entre différentes universités pour la plupart des universités. Et donc dans le Grand Ouest, on s'est organisé pour que l'UE Recherche et Anglais, qui est en deuxième année, elle est faite toujours dans l'université d'origine, et que l'UE Clinique fondamentale et Parcours du patient est centralisé à Tours pour le Grand Ouest. Vous allez voir, mais donc tous ceux qui sont là pour West Transplant, donc pour le Grand Ouest, c'est Rennes, Brest, Poitiers, Angers, Tours, Limoges et Bordeaux, qui sont tous formés à Tours pour cette deuxième année pour les IPA actuellement. Voilà, donc quelque chose qui va arriver aussi un peu dans la discussion, dans l'évolution, c'est que lorsqu'on a mis en place et débuté cette formation, beaucoup de candidats venaient des CHU. C'était vraiment, souvent, c'était des infirmières qui avaient déjà des rôles un tout petit peu partagés de coordination. Et donc, ils se sont finalement valorisés, ils ont fait une formation pour valoriser déjà une activité qu'elles faisaient. Actuellement, on a très très peu de candidats des hôpitaux périphériques. On a quelques candidats des associations, mais des hôpitaux périphériques pas du tout, des déserts médicaux pas du tout. Donc finalement, l'idée de départ de se dire les IPA pour éventuellement aider dans des certifications médicales en néphrologie, ça n'a pas marché, ça n'a pas mordu pour l'instant. Et donc les besoins dans les CHU des IPA n'est pas du tout le même que dans un hôpital périphérique. Donc ça, c'est juste, c'est une diapo qui était présentée par Madame Vidlou, qui est une des IPA les plus actifs, mais c'est juste pour vous donner l'état actuel. Elle a présenté ça à Rennes. Donc vous avez 27 universités qui ont fait la formation. Vous voyez que 5% sont dans la mention néphrologie. Et alors que l'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus d'IPA, finalement, le nombre n'a pas suivi. Et donc, actuellement, ils sont formés 136 infirmières IPA en néphrologie. Donc ça, c'est juste pour vous donner l'organisation actuelle de la formation de la mention néphrologie. Et donc, vous voyez que le Grand Ouest, donc ça se passe, la formation est donc la deuxième année est faite à Tours. Le Grand Est, c'est aussi à mutualiser. Luc Frima, qui est président de la CFNT, gère ce consortium, et aussi autour de Lyon, Saint-Étienne. Et donc, vous voyez que c'est très important. Et sachez que là, juste Rouen et Caen, ils commencent à nous approcher pour faire aussi la formation à Tours pour les IPA. Donc, vous voyez que finalement, c'est pour cette mention-là, c'est vraiment une mutualisation. J'en parle vraiment beaucoup, j'insiste beaucoup, parce que quand on va parler de la mention coordination, ça ne va pas être possible de le faire dans chaque université. Il faudrait probablement faire quelque chose au niveau national. Donc ça, c'est juste pour que vous n'allez pas pouvoir le dire, mais pour la néphrologie, on s'est organisé au niveau national pour avoir un programme national. Et donc, il y a maintenant 44 cours qui sont sur le QN, qui sont accessibles par e-learning. Et donc, toute la France a participé pour des cours en e-learning. Et donc, finalement, c'est une organisation vraiment nationale. Et donc, finalement, je vous ai parlé beaucoup de l'IPA néphrologie, mais le sujet, c'est l'IPA en coordination. Et là, les soucis commencent. Parce qu'il y a des confusions chez nous, des confusions dans... Qu'est-ce que de la coordination ? Pour la direction de l'hôpital, elle confond toujours la coordination des prélèvements d'organes avec la coordination du post-greffe, de coordination néphro. Et donc, finalement, quand on parle d'IPA en coordination, est-ce qu'on parle de tout ça, finalement du pré-greffe et du post-greffe ? Est-ce qu'on parle de la coordination que du prélèvement d'organes ? Et donc, le fait qu'on utilise le même terme pour ces deux types d'activités peut rendre les choses un peu compliquées. Donc, quand on parle de coordination, c'est pré- ou post-greffe. Il y a la greffe rénale, il y a différents types de greffes, évidemment. Et si on fait
une IPA de coordination pour tout ça, il faut enseigner tout ça. Actuellement, dans la mention néphrologie, on parle que de la néphrologie, on parle de la transplantation rénale, mais on ne va pas du tout parler des spécificités cardiaques, et donc la formation n'est pas du tout adaptée. Et donc, vous savez, vous êtes peut-être au courant, c'est qu'il y avait la question qui se posait pour les IPA. Donc, il y a un rôle à jouer pour les coordinatrices ou coordinateurs, éventuellement comme IPA, on va voir. Mais finalement, la formation ne couvre pas cela. Et on ne va pas demander à des infirmières qui font de la MRC, de la maladie rénale chronique, la dialyse, de se former sur le liquide de conservation pour les îlots. Donc, est-ce que ça peut être couvert ou pas? Ou est-ce que finalement, il faut créer une nouvelle mention, l'IPA, coordination de prélèvement d'organes et de suivi? J'ai cru comprendre à Rennes que ça a été tranché et que finalement, il y aura une formation spécifique IPA coordination, mais je demande confirmation. Et donc, mais ça veut dire, s'il y a une IPA de coordination, une telle formation qui se met en place, ça veut dire comme quoi il faut mettre des coordinateurs autour d'une table, l'ABM probablement, et que ça soit, encore une fois, la première année dans l'université d'origine, parce que ça va être de toute la France. La deuxième année, il faut la centraliser par e-learning, par présentiel. Quelle va être l'université qui va porter ça? Je pense qu'il n'y a aucun projet là-dessus. Je pense qu'il y avait peut-être la Sorbonne à un moment donné qui était candidat, mais c'est une discussion qu'il faut avoir. Et donc, se pose, est-ce que c'est les coordinatrices post-greffe ou pas? On discute. Et donc, on va aussi revenir à ce problème qu'on a en néphrologie, c'est pour ça que je vous en ai parlé, c'est d'avoir finalement des coordinatrices dans les centres de CHU. Ce n'est pas tout à fait la même chose que coordinatrice peut-être dans un hôpital périphérique. Bref, il faut avoir une idée autour de tout cela. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir soit une seule mention, une mention en néphro ou seule? C'est sûr que les avantages, c'est qu'on peut enseigner de façon spécifique tous les organes et toutes les spécificités du prélèvement d'organes, il y en a quand même beaucoup. L'aspect psychologique, bien sûr, aussi. L'inconvénient, c'est que il faut centraliser, il faut coordonner la coordination, c'est le cas de le dire. Et donc, ça demande une certaine organisation. Alors, depuis le départ, alors juste, vous avez eu des BD et tout ça, mais j'insiste beaucoup sur cette BD-là. C'est pas une IPA, c'est Carmen Cru, parce que c'est un dessinateur de Tours. Voilà, c'est pour ça que faut bien une note un peu personnelle. Donc, c'est l'IPA de Tours. Et donc, vous avez depuis le départ, quand il a été question de savoir, en fait, toute la question un peu philosophique, où on va plus loin. Qu'est-ce que ça apporte de plus de former quelqu'un, une coordinatrice? Qu'est-ce que ça lui apporte de plus, en dehors d'une reconnaissance, une formation? Et donc, Philippe Brunet, qui de Marseille, avait d'emblée dit faites attention lorsqu'on envoie les personnes pour la formation en IPA, quand elles reviennent, ce n'est pas le même poste qu'ils reprennent dans les mêmes conditions. Il faut qu'il y ait un plus-value. Donc, cette plus-value, c'est la prescription, c'est la suivi de cohorte, c'est éventuellement la prescription. Et donc, ça, il faut, y compris dans la coordination de prélèvement d'organes, il faut avoir une réflexion autour de ça. Quel est le plus-value par rapport à tout ça? Voilà, donc les rôles de clinique possibles dans la transplantation. Donc ça, c'est juste actuellement les coordinatrices qui ont été formées, les IPA qui ont été formées en néphrologie. J'ai mis en rouge là où nous on les emploie actuellement dans notre service. Donc c'est le bilan pré-greffe, la liste attente, qui est quand même la gestion, de prescrire éventuellement des échographies cardiaques, bon, bref, de maintenir à jour des choses, des scanners. Notre IPA, elle est très impliquée dans tout ce qui est plan vaccinal. Et je pense vraiment, là, en fait, je me suis rendu compte à quel point on était nul à Tours, en tout cas pour le vaccin pré-greffe, post-greffe, et pas que pour le Covid, mais pour tout reprendre à zéro, mais aussi les centres de dialyse qui finalement ont laissé tomber un peu ce sujet. Donc ça, c'est vraiment une plus-value. Et ça peut aussi être interlocuteur pour toutes ces organisations d'hospitalisation de domicile. Vous le savez bien, donc il y a les anticorps, il y a le belatacept, il y a d'autres situations. Donc, les rôles cliniques, voilà, donc il y a le parcours de soins. On a donc une de nos IPA, on a destiné à faire le suivi des donneurs vivants. Tous les donneurs vivants sont suivis en consultation par une IPA chez nous. Donc,
Donc on a décidé que c'est plus un médecin, c'est des gens qui sont censés aller bien. Donc c'est une cohorte de gens qui se portent bien. Et elle est censée de nous contacter. Donc une fois par an, c'est elle qui fait la consultation. Et que s'il y a un problème, elle nous en parle et ils vont tout ça. Donc voilà, développement des pratiques cliniques, coopération, et voilà. Donc encore une fois, déserts médicaux, quid, à voir. Alors, donc, lorsqu'on parle d'IPA en coordination, ça veut dire probablement qu'il y a une plus-value de deux piliers. Et ça, il faut beaucoup insister auprès des directions des hôpitaux, parce que ça, c'est qu'une IPA est censée faire de la recherche et est censée faire de l'enseignement. D'ailleurs, l'année prochaine, ça sera une IPA qui va être à ma place, j'espère, en tout cas, parce que j'aimerais bien que ça reprend, que eux, cette société prend, voilà, et ils le font d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de présentations. Et donc il y a des encadrements, des mémoires à encadrer et tout ça. Et donc voilà. Ça, c'est pas une BD, c'est un ami, c'est Brusque qui fait des street art. Bon bref, ça c'est notre personnel. Alors, donc il y a aussi des choses à discuter dans toutes ces IPA coordinations. Est-ce que je suis peiné, vraiment peiné, donc il y a des infirmières de mon service qui sont là, mais peiné que les infirmières changent très très vite, donc les paramédicaux, ça change très vite, c'était dans l'air du temps, il fallait pas rester plus que 3 ans ou 4 ans quelque part. Les IPA, ça permet au moins de fidéliser, les gens ils vont pas partir en pneumose s'ils sont IPA de néphro, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc quelque chose qui est encore actuellement pas très très clairement établi, c'est que le positionnement vis-à-vis des médecins, mais aussi vis-à-vis des paramédicaux, on peut en parler. Et donc le déploiement est très très variable. Et pour le CHU de Tours, on n'a jamais eu de création de postes, c'était des transformations. Donc il y a des gens qui ont été enlevés dans d'autres postes, et donc ça c'est toute une discussion à avoir. Et donc ça, c'est le côté un tout petit peu, on dit, voilà, on va y arriver, c'est positif. Actuellement, il y a beaucoup de discussions, le rôle de l'IPA, surtout en maladie chronique. Lorsque vous serez pris en charge, vous, ultérieurement, ma femme est généraliste, et il y a toute une discussion actuellement que les médecins deviennent finalement des médecins généralistes et coordinateurs, et que les IPA sont un peu les soins de recours en première ligne. Et là, il y a peut-être des limites à avoir. Voilà. Donc, à voir. Et donc, je vous remercie. Je ne sais pas si j'étais trop court ou trop long. En tout cas, merci. Et je suis prêt à répondre. Merci. Je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps pour des questions tout de suite. Peut-être à la fin de la session, on va peut-être enchaîner. Sinon, vous venez me voir. Voilà. Je suis désolée. Pas de souci. On va accueillir ensuite une IDE coordinatrice au CHU de Tours. Je suis désolée, je n'ai pas votre nom. Donc, bonjour à tous. Du coup, je me présente. Je suis Agnès Robert. Je suis une des 4 infirmières coordinatrices qui travaillent en transplantation hépatique à l'hôpital de Tours. Donc, nous sommes 4. Nous faisons toutes le même travail, mais nous avons quand même chacune une spécialité. Donc, la mienne, c'est l'éducation thérapeutique, étant donné que je suis titulaire d'un DU d'ETP. Donc, nous avons fait le choix de vous présenter aujourd'hui un de nos programmes d'éducation qui s'appelle Un pas à la fois. Ce programme a la particularité d'être pendant la période pré-transplantation hépatique. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, dans les centres de transplantation, il y a des programmes sur les périodes post-transplantation. Et du coup, on va vous montrer, nous, notre exemple. Une des difficultés d'un période pré-transplantation, c'est que le délai d'attente est très variable déjà, et puis que pour la transplantation hépatique, on a parfois des patients fatigués, encéphalopathes, donc il faut savoir s'adapter. La population concernée déjà à Tours, on greffe tous les patients de la région Normandie, qui est centralisée à Caen, qui nous les adresse ensuite, Poitou-Charentes,
centralisé par Poitiers, Limousin, centralisé par Limoges, et toute la région centre, dont les patients d'Orléans, qui sont donc greffés à Tours. Pour le programme d'éducation thérapeutique, on a fait le choix d'inclure les patients dont le délai d'attente est estimé à plus de 3 mois. Les patients sont inclus dans le programme au moment de l'inscription sur la liste d'attente et vont donc en sortir avant la transplantation hépatique. Ce programme d'éducation s'adresse à des patients et à leurs proches et ça représente environ 60 patients par an. Alors, ce programme d'éducation, il s'intègre dans le parcours de soins du patient. Donc, au moment de la consultation d'avis qui est réalisée par le chirurgien transplanteur et l'infirmière coordinatrice, si l'indication de transplantation est validée, l'infirmière va reprendre en individuel avec le patient et ses proches s'ils étaient présents pour pouvoir évaluer la compréhension de ce qui a été expliqué, reformuler, lui expliquer le parcours de prise en charge et lui présenter à ce moment-là déjà l'éducation thérapeutique. Au moment du bilan pré-transplantation, le patient va rencontrer toute l'équipe pluridisciplinaire, va avoir différentes consultations et à ce moment-là, psychologues, diététiciennes en particulier vont également aborder le programme d'éducation thérapeutique. Et au moment de l'inscription sur liste d'attente, du coup, c'est à ce moment-là que le patient va nous donner son accord pour être inclus dans le programme et on va lui expliquer l'organisation de la période d'attente et du déroulement du programme. Et du coup, pendant la période d'attente, il va pouvoir bénéficier du programme parallèlement à ses consultations de suivi. Alors, les objectifs du programme, donc déjà, ils sont liés à la maladie initiale. La plupart de nos patients sont greffés pour des problèmes de cirrhose. Donc, notre intérêt, c'est que le patient sache ce que c'est qu'une cirrhose, les complications qu'il peut développer, savoir les repérer et savoir nous alerter s'il les présente. Elles sont liées également au projet thérapeutique. Donc, on va essayer d'optimiser la période pré-greffe, par exemple au niveau de l'alimentation, mais déjà le sensibiliser à toutes les recommandations et les précautions qu'il y aura en post-greffe. On va également parler des traitements immunosuppresseurs, de toutes les précautions à prendre. Et puis, par rapport à l'adaptation à la maladie, on va aussi travailler sur l'acceptation du greffon et d'un organe qui vient d'une autre personne. On va essayer de diminuer l'anxiété qui est souvent présente par rapport au moment de l'appel pour la greffe et par rapport à la peur de décéder au moment de la chirurgie en elle-même. L'objectif global, c'est que le patient adhère à son projet de soins dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il accepte la greffe avec toute la prise en charge en pré-greffe et en post-greffe. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Alors, le déroulement du programme, voilà. Donc, si on a choisi un délai d'attente estimé à plus de 3 mois, c'est parce qu'on va essayer de faire le bilan éducatif partagé, donc la première étape, dans le mois qui suit l'inscription sur la liste d'attente. Ensuite, comme nos patients habitent quand même dans des régions qui sont éloignées de Tours, avec parfois 3 heures, 4 heures de transport, on a développé les séances, on a développé l'éducation en visioconférence par Zoom. Donc, nos patients peuvent faire le bilan éducatif partagé en Zoom ou par téléphone ou en présentiel pour ceux qui sont les plus proches ou qui souhaitent le faire en présentiel. Il est réalisé par l'infirmière coordinatrice, en sachant que, comme je vous ai expliqué au moment du bilan pré-greffe, la diététicienne, la psychologue ont déjà pu se faire une idée et faire un petit bilan. Ensuite, nous avons les séances collectives. Donc, les séances collectives sont soit en Zoom, soit en présentiel. Et elles sont animées par les infirmières coordinatrices, diététiciennes, psychologues. Et enfin, on a la période d'évaluation. Donc, c'est autant une évaluation des connaissances que la satisfaction des patients, qui se réalise soit par Internet pour ceux qui ont fait les séances en Zoom, soit par écrit. Depuis qu'on a développé les séances en visio, on arrive beaucoup plus facilement à toucher les proches
parce que nos patients ont parfois besoin de l'aide de leur fille, de leur petite fille, de leur femme pour se connecter, et elles assistent du coup aux séances. Les séances éducatives en elles-mêmes, donc la première, c'est la greffe de foie, c'est quoi? Donc elle est animée par une des coordinatrices en greffe, durée maximum d'1h30. L'objectif, c'est donc parler de cette cirrhose, des complications, ce qu'ils doivent faire. On parle également du don d'organes, d'où vient le greffon, de l'appel pour la greffe, de la chirurgie et des complications possibles, et de l'organisation du suivi. Ensuite, c'est l'atelier avec la diététicienne qui dure 1 heure environ. Donc là, il y a la partie sur la période pré-greffe, pour essayer d'avoir une alimentation adaptée en pré-greffe, pour optimiser l'état nutritionnel au moment de la greffe. Et puis la partie post-greffe, où on va donner tous les conseils sur l'alimentation protégée et la nécessité d'un équilibre alimentaire pour éviter la prise de poids après la greffe. Bien dans mon corps, ça c'est un atelier avec la kiné qui dure environ 1 heure, où elle va les sensibiliser à l'exercice musculaire et également les exercices respiratoires, où elle va montrer comment utiliser l'Inspirix, en particulier pour la période en réanimation après l'extubation, pour faciliter la récupération post-opératoire. Elle les sensibilise à l'activité physique en pré-greffe et en post-greffe. Mince. Les médicaments après la greffe, c'est donc l'infirmière coordinatrice encore avec une durée maximum d'1h30. On va forcément parler des traitements immunosuppresseurs. Ils vont voir à quoi ça ressemble, toutes les précautions, les effets secondaires possibles. On va là aussi les sensibiliser à la vaccination parce qu'on leur remet au moment de l'inscription toutes les ordonnances pour qu'ils mettent à jour leur vaccination. Donc, on en remet une petite couche à ce moment-là. On parle également de tout ce qui est traitement hépatite B, hépatite C. Et puis, du désir de grossesse, si jamais ils ont envie d'avoir un enfant après la greffe. Et enfin, ça se termine par une table ronde avec la psychologue à partir d'un photolangage. Il faut savoir qu'à chaque atelier, à chaque séance, nous avons un patient témoin greffé qui vient pour témoigner de son expérience et répondre à toutes les questions des patients. Mince. Ah. Alors. Le TP pré-greffe, en fait, du coup, ça s'inclut dans une démarche centrée sur le patient, telle que l'a décrit la Haute Autorité de Santé, avec pour objectif le développement et le renforcement des compétences des patients. On va mélanger tout ce qui est information, conseil, suivi et éducation thérapeutique pour obtenir un partenariat entre le patient, ses proches et l'équipe pluridisciplinaire. Ça s'inclut aussi dans un protocole RAC qui s'appelle la récupération améliorée après chirurgie. Ça fait partie des recommandations pour ce type de protocole parce que ça va diminuer le stress chirurgical et les complications post-opératoires. Et puis, ça va optimiser la récupération post-opératoire. Les bénéfices qu'on tire de cette ETP pré-greffe, c'est qu'on va avoir une relation de confiance qui se met en place entre les patients, les proches et l'équipe pluridisciplinaire. Nous, on suit les patients dès la consultation d'avis jusqu'à tout leur suivi pré-greffe, la greffe et l'après-greffe. Et du coup, le fait de faire ces séances de TP déjà dès le pré-greffe, ça nous permet de nous connaître tous autrement. À travers l'acquisition des connaissances, le patient va se sentir impliqué dans sa prise en charge. Et puis, lors de l'évaluation, nous avons souvent un taux de satisfaction des patients, des proches et des professionnels par rapport à ce programme de TP. Les améliorations possibles, ce serait de développer avec le CHU de Caen notamment pour les patients qui ne sont pas connectés chez eux et qui ne peuvent pas bénéficier des séances en visio, de se déplacer sur l'hôpital de Caen, où il y aurait une infirmière qui les aiderait à se connecter dans une salle de visio de l'hôpital pour qu'ils puissent bénéficier des séances de visio à Tours, qui sont faites à Tours. Et puis, nous avons un patient en cours de formation pour patient expert qui est en train de faire le DU de la Sorbonne. Donc, pour conclure, même si cette ETP pré-greffe, elle est difficile à mettre en place, autant les patients que les professionnels sont
savent que c'est vraiment bénéfique pour eux. Tous les patients qui bénéficient des séances pré-greffe sont en général volontaires pour être témoins lors des séances post-greffe. Et surtout, pendant la période du Covid, on a dû arrêter les séances parce qu'à l'époque, elles étaient toutes en présentiel. Et on s'est vraiment rendu compte que ça manquait. On avait certains patients au moment de l'appel pour la greffe qui étaient paniqués, qui ne voulaient pas venir. On avait des refus. Et toute l'équipe est donc convaincue que cette ETP pré-greffe est nécessaire. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Par souci d'équité, on va peut-être enchaîner les présentations et puis j'espère qu'on aura quelques minutes pour les questions à la fin. Merci. Donc on accueille Béatrice Duris du CHU de Tours également qui nous parlera de la téléconsultation. Voilà, merci. Bonjour. Donc effectivement, moi je suis Béatrice Duris et je suis infirmière coordinatrice. Et je vous présente notre programme de téléconsultation après transplantation hépatique, dont je suis la référente au CHU. Alors, cette diapo montre en fait la transplantation hépatique, l'activité de transplantation hépatique à Tours a débuté en 2011. Et ça a été une activité grandissante assez rapidement. On est aujourd'hui 1109 greffes hépatiques, enfin plus exactement au 8 novembre, hier c'était 1122. Et le nombre de consultations a été proportionnel à cette activité, puisque ça c'est le nombre de consultations, c'est toutes consultations confondues, hein, le pré-greffe, le post-greffe. En 2011, on a commencé avec 1000 consultations par an. Et en 2016, on arrivait pratiquement aux 2500 consultations. Donc, c'est ce qui nous a amené à réfléchir sur une possible consultation à distance. Donc, je ne vais pas revenir exactement... Enfin, je vais redire la même chose que Agnès, mais c'est le territoire, notre territoire du centre. Enfin, les patients que l'on greffe à Tours viennent effectivement de Caen, de Poitiers, de Limoges et d'Orléans. Le suivi post-greffe de ces patients s'effectue 3 mois après la greffe, de nouveau dans leur centre de référence. Donc nous allons suivre à Tours exclusivement les patients de la région centre. On s'est aperçu, donc en 2016, on a fait un petit point et on s'est aperçu que la plupart faisaient beaucoup de kilomètres pour venir en consultation. Le suivi, c'est un suivi à vie, hein, donc le territoire du centre Val-de-Loire est assez étendu, hein, puisque ça va de Bourges, Châteauroux, Saumur, Le Mans, jusqu'à Angers. Hein, donc, en fait, c'est très étendu. Par exemple, entre Tours et Bourges, il y a une distance de 330 km aller-retour, ce qui représente 2 fois 2 heures de trajet, ce qui représente beaucoup de temps et de kilomètres pour chaque consultation. Tous ces kilomètres sont dus aussi au manque de centres experts dans la région centre. C'est pourquoi nous avons débuté un programme de téléconsultation en janvier 2016 entre l'hôpital de Tours, en collaboration avec le CHU de Bourges. Cette téléconsultation est proposée aux patients habitant Bourges et ses environs, qui ont un suivi post-greffe stable et qui sont à plus de 1 an de la transplantation. Cela représente un cycle de 3 téléconsultations à Bourges, puis une consultation en présentiel à Tours. En moyenne, ils viennent 1 fois par an au CHU de Tours. On leur demande un consentement signé
ils sont libres de quitter le programme à tout moment. Et dès qu'il y a une difficulté, c'est-à-dire qu'une complication, un problème, ils reviennent en présentiel, en consultation au CHU de Tours. 34 patients ont été inclus dans le programme depuis 2016, ce qui représente à peu près 221 téléconsultations aussi depuis 2016. Sur ces 34 patients, 4 sont sortis du programme pour des raisons personnelles et 5 pour des raisons d'aggravation de la maladie, voire de décès. Donc, comment se déroule la téléconsultation en pratique ? Eh bien, donc, du côté de Tours, donc dans une salle de consultation, donc je suis présente avec le chirurgien transplanteur, qui est le responsable du programme, qui est monsieur le professeur Salamé. Et à Bourges, dans une salle de consultation aussi de l'hôpital de Bourges, le patient est accueilli par l'infirmière qui est dédiée à la téléconsultation, qui s'appelle Marie Fleurier. Et grâce à un logiciel informatique nommé Covotem, ça nous permet donc d'assurer cette consultation en visio. Donc mon rôle est de récupérer en amont de la consultation les bilans sanguins, les examens type scanner, IRM, échographie, des consultations, des comptes rendus de consultations cardiologiques, par exemple dermatologiques. Je vais retranscrire dans le dossier médical les informations que ma collègue nous transmet, c'est-à-dire les constantes, poids, taille, température, si besoin. Et je vais mettre ensuite, en fin de séance, la mise à jour du dossier, une prise de rendez-vous, envoi du compte-rendu au médecin traitant. Donc, du côté de Bourges, en présence du patient, le travail de ma collègue consiste à évaluer l'état clinique du patient, et elle aura récupéré en amont aussi, elle, les examens biologiques, les examens faits à l'hôpital de Bourges. Donc tout ça permet au médecin d'assurer sa consultation comme une vraie consultation présentielle. Et il va rédiger en fin de séance donc un compte-rendu sur le logiciel Covotem, un compte-rendu écrit qui va se transformer en courrier pour le médecin traitant. Et il envoie aussi les ordonnances par voie Covotem. Je ne vous ai pas dit, mais c'est un logiciel qui est tout à fait sécurisé, qui permet de la transmission des informations tout à fait en toute sécurité. Donc le patient, en partant, va pouvoir emporter, il sort de sa consultation avec ses ordonnances. Voilà, donc il s'agit d'une collaboration entre Tours, donc médecin, infirmière, et le patient qui est avec son infirmière de l'autre côté. Donc les bénéfices de cette téléconsultation à distance, le premier bénéfice, c'est pour le patient. Tous les malades sont tout à fait satisfaits de cette téléconsultation. Ça représente moins de trajets, moins de kilomètres, moins de fatigue avec un gain de temps important. Ça leur permet de reprendre le travail, et une reprise du travail est facilitée, simplifiée, puisque bien évidemment, ils ne prennent pas leur demi-journée, mais sur 2 heures, ils peuvent retourner au travail. Donc en gros, ça facilite la qualité de vie. Pour moi, qu'est-ce que cela m'a apporté, cette téléconsultation ? Bien, je dirais que c'est une relation privilégiée avec les patients. C'est une petite file active, comme vous avez pu remarquer. Ça ne représente pas un gros pourcentage de nos patients, mais au moins, ce sont des malades qui me connaissent bien, je connais bien leur dossier. Et voilà, c'est une relation particulière. J'insiste sur l'importance de la présence d'un professionnel avec le malade par rapport à la reformulation, par rapport à ma collègue à Bourges revérifie la bonne compréhension
de ce que le malade a intégré, et elle voit ce qui peut échapper à la visio. Donc c'est un travail de collaboration avec le CHU de Bourges. Et c'est une consultation qui assure complètement la sécurité de la prise en charge. C'est aussi un gain économique non négligeable. On a calculé pour un aller-retour Bourges-Tours, ça coûte environ 315 € en véhicule sanitaire. Si on rajoute les 30 € de péage, ça fait 345 € par consultation, ce qui représente, en 2021, nous avons fait 43 téléconsultations, donc ça fait un gain de 14 835 € pour la CPAM. Et voilà, donc à l'avenir, eh bien, on peut penser qu'on pourrait développer ce mode de téléconsultation avec d'autres centres hospitaliers qui sont éloignés de Tours. Voilà, notre démarche est originale et unique, et elle répond aux besoins des patients sans menacer la sécurité de leur prise en charge. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos interventions. Il y a sans doute des questions dans l'Assemblée. Bonjour. C'est au sujet des IPA. On parle de la prise en charge de la greffe, pré- et post-greffe. Est-ce qu'il y a des projets d'IPA per-opératoire? Des formations complémentaires pour les IBOT, au niveau des blocs opératoires de l'organisation de la transplantation? J'en ai pas entendu parler, en tout cas. Après, ça croise aussi avec les infirmières du bloc opératoire, justement. Donc, parce qu'eux, ils sont déjà à Bac+5. Et donc, ça serait une autre formation. Et je pense que là, on rentre dans une théorie absolue. Ah ben, il y a quelque... non. Ah, merci. Merci de votre question. Je crois que en fait, les IPA sont régis par un décret, et il y a un certain nombre de mentions qui sont au décret. Et donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de projet de développement d'IPA dans le bloc opératoire. Par contre, il y a un besoin clair de personnel d'IBOD et d'IAD dans les blocs opératoires, mais on ne peut pas substituer aux IBOD des IPA, parce que le but de l'IPA, c'est d'être dans une démarche médicale et autonome. Je ne parlais pas de substitution, je parlais de complémentarité lors du pair opératoire d'une transplantation. En tout cas, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de projet dans ce sens-là. Aujourd'hui, le projet, c'est de faire évoluer le décret pour arriver à créer une mention spécifique supplémentaire et non pas ajoutée à une mention existante des IPA, prélèvement et greffe pour toute la filière transplantation, et pas spécifiquement au bloc opératoire. Je dis ça parce que rien n'empêche une IPA qui est impliquée dans un projet de transplantation et qui suit des patients de les accompagner au bloc pour donner une information et pour contribuer à ce moment-là. Mais évidemment, quand on sait le travail qui attend, le volume de travail qui attend les IPA dans certaines équipes où il y a parfois 500 ou 1000 patients amphilectifs, comme ça a été un peu décrit tout à l'heure, bon, ça veut dire qu'il faudra qu'il y en ait beaucoup pour qu'une IPA puisse accompagner un patient dont elle a, par exemple, qu'elle a accompagné pendant la période pré-greffe, l'accompagner au bloc pendant la greffe. C'est possible, ce n'est pas interdit, mais ça me semble quand même aujourd'hui un peu difficile s'il n'y a pas un afflux massif d'IPA dans cette filière. Vous savez aussi probablement qu'une des difficultés que rencontre le ministère, c'est que les mentions actuelles ne font pas le plein. Il y a eu un effet d'engouement, mais il y a une sorte d'épuisement par rapport aux... Enfin, d'épuisement, elles ne sont pas épuisées, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas suffisamment par rapport aux attentes initiales. Et c'est une des raisons qui contribue à la difficulté de mise en œuvre de la concertation autour des IPA. Nous, on n'arrête pas de relancer le ministère sur cet aspect-là, mais il y a une vraie difficulté là-dedans parce que d'abord, il n'y a pas eu l'engouement des professionnels pour
pour ce métier-là, c'est-à-dire il n'y a pas eu beaucoup d'inscriptions sur les mentions existantes. Et ensuite, il y a aussi la crainte que ça fasse un appel, on parle d'appel d'air, mais c'est plutôt un siphonnage des personnels soignants et que ça aggrave la pénurie des personnels soignants, parce qu'évidemment, on peut comprendre que c'est dans ce vivier-là que vont se trouver les candidats et les candidates pour s'inscrire dans la filière IPA. Oui, justement, par rapport aux IPA de coordination, est-ce qu'il y a une échéance, un délai? Est-ce qu'on sait quand est-ce que pourrait être lancée la première promotion? Et puis, deuxième question, aussi par rapport peut-être à la revalorisation salariale, c'est vrai que c'est un investissement au niveau de la formation. Est-ce que ça peut être une explication au manque d'engouement des IPA? Je ne sais pas. Il y a deux points dans la question que vous posez. Alors la date, les choses sont quand même assez... il y a beaucoup de formalisme. Il faut qu'il y ait une concertation avec l'ensemble des professionnels qui participent. Et quand on parle de prélèvement et greffe, il y a prélèvement. Donc ça veut dire qu'il y a aussi les ophtalmos, tous les tissus et tout ça. Donc c'est assez long. Il y a une résistance aussi de la part des IPA elles-mêmes, notamment pour les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire il n'y a pas eu de revalorisation de la rémunération de façon très claire, et ça peut expliquer le manque d'engouement, en tout cas la difficulté à avoir beaucoup de gens inscrits dans cette filière. Pour ma part, je pense que ce n'est pas l'élément principal. C'est probablement que l'élément principal, c'est un élément d'attractivité multifactoriel, dont la rémunération fait partie, mais peut-être que les personnes ont du mal à projeter une carrière dans le métier d'IPA, parce qu'évidemment, quand on a été IPA pendant 5 ou 10 ans, c'est plus difficile d'imaginer qu'on va faire marche arrière et qu'on va aller, je ne sais pas moi, dans le privé pour faire des tournées. Donc peut-être qu'il faut qu'il y ait aussi une mise en perspective, une mise en abîme du métier pour dire, bon, ok, quelqu'un qui s'engage dans cette voie à 30 ans, qu'est-ce qu'il fait à 50 ans quand il a fait 20 ans d'IPA, et comment on peut faire évoluer cette carrière-là. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on a mené les discussions dans le cadre du plan greffe pour dire la greffe, ce n'est pas que l'acte chirurgical. C'est un métier très global. Je trouve que vous en avez donné une illustration très éloquente. C'est-à-dire que oui, on peut très bien imaginer qu'à l'avenir, des téléconsultations soient faites par des IPA et que donc, dans ce cas-là, il n'y ait pas le médecin qui soit à côté de l'IPA, puisqu'elle aura tout ce qu'il faut pour prendre des décisions, proposer une nouvelle consultation, détecter une complication, etc. Je vous remercie. Je remercie les orateurs pour les échanges que nous avons pu avoir pour cette première session, la qualité des présentations. Première session destinée aux IPA à Ouest Transplant. Je pense qu'il y en aura d'autres par la suite. Nouveau métier très intéressant. Et puis, voilà, merci à tous.